Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est le dernier jour du mois de juin, c'est bientôt les vacances, mais avant cela, c'est surtout le nouveau webinaire organisé par les équipes de CJBAT. Je salue la France entière car pour notre plus grand plaisir, je vous sais extrêmement nombreux à nous regarder en direct ou en replay puisque c'est un véritable succès. Vous avez été plus de 900 à vous inscrire. Je salue donc les personnes déjà connectées et le temps que celles et ceux qui ont prévu de nous rejoindre mais qui ont un mail à terminer, un appel ou une autre visio, en somme que les retardataires arrivent, je vais vous rappeler les règles d'usage. N'hésitez surtout pas à poster toutes vos questions dans le chat ou à partager vos expériences car j'ai cru comprendre que la réglementation, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Par conséquent, nous vous apporterons, je l'espère, les réponses en direct ou si tel n'est pas le cas, une FAQ vous sera envoyée en même temps que le lien du replay. Enfin, maître du temps, je m'engage à vous libérer à l'heure prévue, prenant soin ainsi de votre ventre afin que ce dernier ne gargouille pas trop. Bienvenue donc à ce nouveau webinaire organisé par CJBAT intitulé « Réglementation gaz dans l'habitat, décryptage des évolutions 2022 » que j'ai le plaisir une nouvelle fois d'animer. Ludovic Gutiérrez, responsable grand compte chez CJBAT, est très heureux de partager cette prochaine heure en votre compagnie. Mais alors Ludovic, vous permettez que je vous appelle Ludovic? Allez-y, je vous en prie. Pourquoi un webinaire sur les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz des bâtiments d'habitation individuels et collectives? Eh bien, c'est très simple, Ludovic. À la suite de la publication de l'arrêté du 4 mars 2021, modifiant l'arrêté du 23 février 2018, le Centre national d'expertise des professionnels du gaz, autrement dit le CNPG, j'en profite d'ailleurs pour saluer son président Philippe Schoenberg qui nous regarde, le CNPG donc a mis à jour certains de ses guides pédagogiques. Donc au programme de cette heure, nous allons donc présenter et décrypter les principales évolutions engagées en se focalisant sur 3 des nouveaux guides, principalement sur le guide installation gaz, viendra ensuite le guide évacuation des produits de combustion EVA-PDC et enfin le guide site de production d'énergie, le fameux SPE. Pour rendre cela simple et funky, car la réglementation, c'est pas compliqué, les propos seront accompagnés de schémas pédagogiques pour illustrer les nouveautés apparues depuis l'organe de coupure générale, le fameux OCG, jusqu'à l'EVA-PDC, parcourant ainsi toute l'installation aval compteur. Pour cela, je ne serai pas seul, entouré des 2 meilleurs experts français de la réglementation gaz, j'ai nommé Mathieu Elbert et Jean-Claude Molla de CJBAT. Bonjour à vous deux, messieurs. Bonjour Ludovic. Bonjour. Rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet avec vous, Mathieu. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi l'arrêté du 28 février 2018 a-t-il été modifié et à quoi servent les guides du CNPG? Mathieu, c'est à vous. Alors Ludovic, la modification qui a été engagée au niveau de l'arrêté du 23 février 2018 est on va dire à la demande tout simplement de l'administration qui a souhaité intégrer de nouvelles exigences liées à la sécurité des installations gaz dans cet arrêté initial. Donc l'administration a rédigé cet arrêté modifié et derrière donc ça a un impact sur les guides. Alors ça me permet de rappeler un peu la structure de cette réglementation de gaz, de cette nouvelle réglementation gaz. On a d'un côté un arrêté, qui est l'arrêté du 23 février 2018, qui de fait est modifié maintenant. Et on a également adossé à cet arrêté 5 guides thématiques, donc 4 thématiques et un général, qui ont été rédigés par le CNPG et qui présentent en fait des solutions ou des dispositions qui permettent, si on les respecte, de valoir présomption de conformité par rapport aux exigences de l'arrêté. Donc en suivant ce qui est indiqué dans les guides, on est sûr de respecter les exigences de l'arrêté. Donc on voit bien que si on modifie l'arrêté en intégrant de nouvelles exigences, on se doit forcément d'intervenir au niveau des guides pour soit intégrer de nouvelles dispositions, de nouvelles solutions. Et donc de fait, c'est ce qui a été engagé au niveau du guide IG, SPE et donc EVA-PDC. Au-delà de ça, il faut savoir que les guides peuvent évoluer donc, indépendamment de l'arrêté. Donc là, on s'est servi en fait, de l'arrêté modificatif pour par là même introduire des éléments complémentaires ou des rectificatifs à engager au niveau des guides. Et donc, on le verra par la suite, on le verra dans la présentation des évolutions. On précisera à chaque fois si c'est une évolution qui découle de l'arrêté modificatif ou si c'est une évolution qui est indépendante de l'arrêté et qui est plutôt un complément ou un rectificatif réalisé dans le guide.
Donc c'est une certaine liberté finalement de mettre à jour les guides une fois qu'on constate des remontées terrain sans passer par le parcours réglementaire, quoi. C'est ça, on a cette possibilité en tout cas. Super, merci pour cet éclairage. Donc on va rentrer à présent et progressivement dans le cœur du système en balayant ensemble les 15 évolutions que vous avez souhaité porter à connaissance de l'auditoire. Et comme annoncé, on commence par le fameux organe de coupure, le fameux OCG. Mais avant de vous poser la question sur le fond, je vais vous poser une question sur la forme avec vous, Mathieu. En préparant ce webinaire, vous m'avez précisé que toutes les slides étaient rédigées avec 3 cartouches identiques qu'on retrouvera sur chacune des slides. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'esprit de ces 3 cartouches? Oui, tout à fait. On a souhaité avoir une structure commune pour l'ensemble des évolutions qui vont être présentées. Et en l'occurrence, on présente donc 3 cartouches situées en haut de slide. Le premier cartouche permet d'avoir donc une information sur le guide impacté. C'est le cartouche bleu? Tout à fait. Voilà. Le guide impacté par l'évolution. Le deuxième cartouche nous renseigne sur la référence réglementaire et la référence du guide qui ont évolué. Alors j'en profite au passage pour indiquer que la référence du guide IG peut paraître un petit peu, du moins évoluer en tout cas. Le format de numérotation a évolué et on le voit dans le premier slide. Et enfin, le troisième cartouche qui est là pour préciser en fait la nature de l'évolution, si ça découle de l'arrêté ou si c'est une évolution indépendante engagée spécifiquement pour un ajout ou pour un correctif. Merci pour ces informations sur la lecture du slide. Et je rappelle que le guide IG va finalement être le guide qu'on va le plus aborder dans le cadre de ce webinaire. Et puis après, en mineur, on aura les 2 autres guides. Donc merci Mathieu pour ces précisions. Donc du coup, on va rentrer maintenant dans le fond avec la présentation de la première évolution donc, concernant l'organe de coupure générale, comme je vous l'ai dit. Cette évolution permet de répondre à une question souvent sujette à interrogation. Un bâtiment desservi en gaz peut-il disposer de plusieurs installations indépendantes les unes des autres et donc d'autant d'OCG? Mathieu, c'est à vous que je pose cette colle. Merci de me répondre. Alors, c'est vrai que c'est une question qui a donné lieu à débat, en tout cas. Et alors, il n'y a pas de débat sur le fait qu'une installation gaz en bâtiment d'habitation, qu'elle soit individuelle ou collectif, doit disposer d'un organe de coupure général. Maintenant, la question qui se posait était de savoir si le caractère ou la fonction générale de cet organe de coupure s'appliquait uniquement au périmètre de l'installation ou si, par extension, on devait l'appliquer au bâtiment. Le cas échéant, ça laissait supposer qu'on ne pouvait avoir pas plus d'une seule installation par bâtiment. Donc le rédacteur, le CNPG, a tranché sur le sujet et a autorisé la possibilité d'avoir au sein d'un bâtiment plusieurs installations de gaz distinctes, chacune disposant d'un organe de coupure, d'un OCG en l'occurrence. Alors, pourquoi ça a été on va dire, mis en place? Tout simplement parce qu'on a des configurations rencontrées sur le terrain qui font qu'il est extrêmement compliqué de pouvoir alimenter un bâtiment par le biais d'une seule installation. Alors, je m'appuie sur le visuel qui est sur la droite du slide. Typiquement, là, on est sur un bâtiment collectif existant pour lequel on a une installation à usage collectif en gaz, donc une CUCM pour un usage cuisson. Et on a parallèlement une chaufferie fuel dans le bâtiment. La conversion de cette chaufferie fuel en chaufferie gaz donne lieu à une alimentation en gaz de cette chaufferie. Et on voit bien que si on devait rester sur une seule installation, cela aurait nécessité une dérivation depuis l'installation existante vers la chaufferie. Or, cette installation existante n'a pas été dimensionnée pour assurer l'appel de puissance nécessaire à cette nouvelle chaufferie gaz. Donc ça supposerait de déposer l'installation, le branchement, et donc on part sur des travaux extrêmement compliqués. Aussi, dans ce genre de configuration, il apparaît plus logique d'avoir 2 installations distinctes avec, pour chaque installation, un organe de coupure général. Très bien, donc finalement on s'adapte un petit peu aux évolutions, les pratiques, la réglementation aussi qui évolue sur d'autres critères, par exemple sur les critères environnementaux, notamment les conversions fuel-gaz permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième point avec vous, Jean-Claude, l'OCG peut-il être placé n'importe où? Sous-entendu, comment faut-il tenir compte du voisinage immédiat? On le voit avec la slide à l'écran. Alors, non, l'OCG, on ne peut pas l'installer n'importe où. Ça, c'est sûr, et ça, c'est depuis toujours. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de voisinage immédiat, elle existe depuis longtemps, depuis la réglementation précédente, mais elle n'a jamais été décrite.
Elle est difficile à décrire et on comprend en fait que ça puisse prêter à confusion et parfois ça peut amener sur le terrain à avoir des divergences entre les installateurs, les organismes de contrôle au moment des contrôles et ça peut, le cas échéant, empêcher l'obtention de certificats de conformité, voire empêcher la mise en gaz, enfin en tout cas la retarder. Donc le guide a été modifié dans ce sens pour préciser en fait les dispositions auxquelles l'OCG doit respecter en fait pour être considéré comme au voisinage immédiat du bâtiment. Alors, Jean-Claude, je vous coupe un petit peu. Nous avons un problème technique, comme vous le apercevez. Il y a un écran qui a sauté, donc il y a un technicien qui va rentrer pour corriger tout ça. Il a un polo rouge. Alors, corail, je dirais, corail. Et donc, voilà, c'était pas prévu, mais c'est ça aussi le direct et le plaisir du direct, et d'être en plateau, puisqu'on n'est pas en distanciel, avec un webinaire distanciel. Alors, allons-y, du coup, Jean-Claude, si vous voulez reprendre. Ou est-ce que vous voulez qu'on... Ah ben on peut passer au slide suivant. Au slide suivant, du coup, ok. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, au sujet du voisinage immédiat, tout simplement, en fait, c'est que l'idée, c'était quand même de proposer des dispositions qui permettent d'assouplir un petit peu et de laisser un petit peu moins de place à l'interprétation, donc faciliter la tâche des gens qui sont sur le terrain, notamment. Donc, on pouvait penser à utiliser la notion de distance, qui était déjà un petit peu dans l'air, mais en fait, c'est pas forcément une bonne idée parce que vous pouvez imaginer, par exemple, vous pouvez avoir une distance de 2 mètres entre le bâtiment et l'OCG. Et si vous avez un mur entre les deux, on est certain déjà qu'on ne remplira pas la disposition ou les dispositions. Donc en fait, ce qui a été retenu, c'est deux conditions auxquelles l'OCG, ou les OCG, s'il y en a plusieurs, doivent répondre simultanément. Donc la première, en fait, il faut que l'OCG soit localisable visuellement en faisant le tour du bâtiment et sans s'éloigner de celui-ci. Donc voilà pour tous les OCG, y compris s'il y avait des OCG enterrés. Alors pour les OCG enterrés, on peut imaginer qu'il faille utiliser un équipement de signalement particulier pour qu'on puisse respecter cette première disposition. Et la deuxième disposition, c'est que le cheminement vers l'OCG, il doit être tel que ni sur le tracé, ni des obstacles éventuels puissent venir retarder l'accès à l'OCG et empêcher la manœuvre, retarder la manœuvre de cet OCG-là. Donc c'est les deux dispositions auxquelles on doit répondre. Sur le schéma, vous voyez que les deux OCG qui sont placés en façade du bâtiment, on imagine bien qu'ils répondent aux deux exigences, localisable et un cheminement facile et facilité. Par contre, l'OCG, on le voit, qui est placé à l'arrière du bâtiment. Il y a une croix rouge, là. On n'a pas le droit de mettre un ECG à l'arrière d'un bâtiment. Comment on doit le comprendre Ah non, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le mettre à l'arrière du bâtiment. Par contre, dans la configuration où on l'a dessiné, là, effectivement, on peut imaginer qu'on ne remplit pas les conditions, ni l'une ni l'autre, en fait. Il n'est pas localisable parce que l'OCG est sur le côté arrière, donc côté rue arrière. Et puis, donc on ne le voit pas depuis la propriété. Et puis, le cheminement aussi est plutôt difficile parce que pour y accéder, soit il faut sauter le mur, soit il faut faire le tour du pâté de maison. D'accord. Donc, par contre, ça ne veut pas dire qu'on interdit de mettre des OCG à l'arrière. On peut imaginer que cet OCG, on peut le rendre au voisinage immédiat. Si, par exemple, on met une plaque d'identification visible côté propriété, et on peut imaginer aussi, par exemple, mettre une porte d'accès, que cette porte soit accessible en permanence, quels que soient les cas. Et à ce moment-là, on pourrait très bien remplir les deux conditions. Super, merci Voilà. Jean-Claude. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons récupéré notre deuxième écran. On va s'attarder maintenant au caniveau technique, qui sera la troisième évolution que vous souhaitiez mettre en avant. Cette solution s'impose dans certaines situations ou configurations extérieures de bâtiments. Mathieu, on va regarder ça avec vous. Est-ce que tu peux nous indiquer les nouvelles dispositions concernant ces fameux caniveaux techniques ? Ouais. Avant cela, je voulais revenir sur le fait que, comme tu l'as dit, cette solution existait déjà dans l'édition 1 du guide. Pour autant, on n'avait au final que très peu d'informations, donc de dispositions concernant cette solution. Or, il est vrai que dans certains cas, alors je pense en l'occurrence à une configuration spécifique qui est une desserte par PTGE, avec derrière une alimentation Alors PTGE, vous dites placard technique gaz équipé, pardon. Merci. Et avec une alimentation par canalisation de liaison pour les logements du bâtiment collectif.
Dans l'hypothèse où le PTGE est à distance du bâtiment, il est fort probable que les canalisations de liaison cheminent sur un espace commun extérieur, et le cas échéant, on impose forcément la mise en œuvre des canalisations de liaison dans un caniveau technique. Donc il nous semblait vraiment important d'avoir des informations complémentaires ou des dispositions complémentaires quant à la mise en œuvre de ce caniveau, et c'est ce qui a été engagé dans cette nouvelle édition du guide, où on a un chapitre on ne peut plus précis sur les règles de sécurité à respecter quant à la mise en œuvre d'un caniveau technique. Donc les moralités, du coup, les points importants à retenir dans ce cas de figure des caniveaux techniques. Alors, on ne va pas faire une liste à la prévère parce qu'il y en a pas mal, mais on a souhaité en mettre quelques-uns en avant, du moins. Le premier étant, alors c'était déjà le cas avant, mais d'ensabler le caniveau, à savoir que ce caniveau est forcément dédié aux canalisations de gaz. On va demander également la présence d'un dispositif de signalement, ici schématisé sur le visuel par un système avertisseur, un grillage jaune, situé donc au-dessus des canalisations. On va demander également à ce qu'il y ait une accessibilité qui soit offerte. Donc là, ça se matérialise par la présence de dalles amovibles. On a également des distances d'éloignement à respecter, alors qui sont celles non pas appliquées dans le cadre de canalisation enterrée, mais celles plutôt appliquées en élévation, donc 3 cm en parallèle et 1 cm en croisement. Le caniveau ne doit pas rentrer dans le bâtiment, il s'arrête forcément donc, en saillie du mur. Et voilà, alors après il y a d'autres points, mais le plus simple étant d'aller directement sur le chapitre concernant les dispositions liées au caniveau technique. Super, merci Mathieu. Alors jusqu'à présent, justement, on était à l'extérieur du bâtiment. Maintenant, il s'agit de rentrer le gaz à l'intérieur du bâtiment. Est-ce que les évolutions ont touché ce point particulier? Alors mon petit doigt, l'auriculaire donc, et le titre également de cette slide nous donne une piste. Mais du coup, on va parler des espaces annulaires, du coup. Avec vous, Jean-Claude. Tout à fait. Donc, votre petit doigt ne vous a pas menti. Voilà. Ouais, auriculaire, annulaire. Il y avait un jeu de mots que j'ai loupé, mais je m'en excuse. Ouais. Non, donc, en fait, là, il s'agit d'une disposition qui découle vraiment de l'arrêté modificatif. Ce n'est pas une modification ou une amélioration du guide. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans l'arrêté initial, et même avant l'arrêté initial du 23 février, il n'y avait qu'une seule obligation quand il s'agissait d'obturer les espaces annulaires. On va voir tout de suite après ce dont il s'agit. Il n'y avait qu'une seule obligation, c'était quand on pénétrait dans un bâtiment depuis l'extérieur à travers un mur enterré. C'était la seule fois où on obligeait, alors ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire avant, mais on obligeait à le faire dans les textes. Cette exigence, donc l'arrêté modificatif, elle l'a étendue finalement à tous les types de pénétration, c'est-à-dire qu'on pénètre en enterré, en aérien, voire même en incorporé, il faut obturer. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que maintenant, donc, on a aussi étendu au fait qu'on pénétrait depuis l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment, quel que soit le bâtiment, il fallait obturer. Maintenant, on a élargi ça, étendu ça au fait que quand vous pénétrez depuis une partie commune dans un bâtiment collectif, depuis une partie commune vers un logement, il faut aussi obturer. Donc c'est en ça que consistent les nouvelles exigences. Donc le guide a été modifié pour préciser ces dispositions à respecter dans le cas des pénétrations extérieures dans les bâtiments et les logements. Juste une dernière chose avant de changer de slide. Donc là, la date d'application, elle est bien du 1er juillet 2021, donc ça fait déjà un an. C'est une date qui était mentionnée dans l'arrêté du 4 mars. Donc ça, c'est la date applicable, on va dire réglementaire. Évidemment, la date de prise en compte, ça va être la date de prise en compte qui concerne donc la publication du guide IG édition 2. Donc il a fallu un certain délai pour l'intégrer. Donc on peut... Justement, là, on peut regarder un peu dans quel cas on doit vraiment obturer, Jean-Claude, là, avec cette slide. Est-ce que vous pouvez nous préciser bien les cas? Voilà, pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, on doit obturer quand on pénètre depuis l'extérieur, à travers un mur enterré ou pas, donc, dans toutes les configurations, il faut obturer, que ce soit dans un immeuble collectif ou dans un immeuble individuel. Et ensuite, qu'il faut aussi obturer désormais quand on pénètre dans un logement depuis les parties communes d'un immeuble collectif. Voilà. Alors du coup, là, on sait qu'on doit obturer, mais on ne sait pas comment obturer. Donc, est-ce que, Jean-Claude, vous pouvez nous préciser les modalités d'obturation?
comment obturer? En fait, il faut juste donc rappeler une chose, c'est pourquoi on obture en fait. Donc l'idée en fait c'est bien d'empêcher une fuite qui se produirait à l'extérieur, alors soit à l'extérieur du bâtiment, soit à l'extérieur du logement, qui se produirait à l'extérieur, de pénétrer à l'intérieur du bâtiment ou du logement. Donc pour ce faire, en fait, il faut empêcher la fuite de longer la canalisation pour rentrer et donc utiliser un passage qui permettrait de faire passer cette fuite-là. Donc l'idée, c'est quand on est sur une pénétration sans fourreau, c'est d'obturer l'espace qui est compris entre la canalisation et la paroi traversée. Quand on pénètre sans fourreau, c'est le cas. Quand on pénètre sous fourreau, l'espace qui est susceptible de faire passer cette fuite, en fait, c'est l'espace qui est compris entre la canalisation et le fourreau. Ce sont des espaces annulaires, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et dans ces deux cas-là, il faut obturer avec un matériau inerte, donc qui ne va pas bouger dans le temps, qui va garder ses propriétés d'étanchéité tout au long de la durée de vie de la canalisation, ou par un dispositif équivalent. On peut juste rajouter en fait que quand on pénètre sous fourreau, on peut parler de l'espace qui est entre le fourreau et la paroi. Alors cet espace-là, en fait, il doit être obturé également, même si on peut présager en fait qu'il ne jouera pas de rôle dans le passage de la fuite, encore que suivant les configurations, on peut se méfier. Donc voilà pour comment obturer. Et du coup, si on veut être vraiment précis sur cette question d'obturation, on sait qu'il faut obturer, on sait dans quel cas il faut obturer, mais maintenant, où est-ce qu'il faut obturer? De quel côté? Est-ce que c'est à l'extérieur, à l'intérieur ou les deux côtés? Est-ce que Jean-Claude, tu peux nous apporter les éléments de réponse? Oui, alors bon, le guide dit qu'il faut obturer soit à l'intérieur, soit côté intérieur, soit côté extérieur. Par contre, il fixe deux obligations fortes, qu'on va voir tout de suite là. Lorsqu'on pénètre en enterré depuis l'extérieur vers l'intérieur, donc en enterré, à minima, il faut obturer par l'intérieur. L'explication est toute simple, hein, c'est pour qu'on puisse contrôler, vérifier que ça a été fait. Tout simplement, si la fouille extérieure, quand on pénètre en enterré, si la fouille extérieure a été comblée, on n'a plus de visibilité, on ne peut pas savoir. Donc l'obturation par l'intérieur permet de vérifier ça. Et le deuxième cas, c'est quand on est dans le cas des coffrets extérieurs encastrés. Là aussi, le guide demande à ce que l'obturation se fasse systématiquement côté coffret. Et là aussi, dans un souci de vérification, pour pouvoir vérifier ça facilement. Très bien. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire, Jean-Claude, sur ce... Je pense. Impeccable, merci beaucoup. On va passer au point numéro 5 avec vous, Mathieu, et on va parler des fameuses conduites d'immeubles, les fameuses CI. Donc, on l'a dit, on est rentré à l'intérieur du bâtiment et se pose généralement la question du cheminement des canalisations en partie commune. Il me semble qu'une évolution vise spécifiquement le parcours de la conduite d'immeuble. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point avec toi, Mathieu? Oui. Alors, au même titre que l'obturation, c'est une évolution qui découle de l'arrêté modificatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrêté initial donc, du 23 février 2018 offrait deux possibilités quant au passage d'une CI dans un sous-sol, donc dans les parties communes en sous-sol, ventilé ou aéré. Soit on plaçait la conduite dans une gaine aérée, dont une des deux extrémités débouchait sur un espace ventilé, soit on était en acier, pour faire simple. Or, il s'avère que dans la réglementation antérieure, donc je fais référence à l'arrêté du 2 août 1977 modifié, existait une troisième solution ou alternative pour les CI, qui était donc la possibilité de passer en cuivre dès lors qu'on protégeait mécaniquement cette canalisation. Donc, il a semblé logique de réintroduire dans l'arrêté et donc dans les guides cette troisième possibilité, tout simplement. Très bien. Impeccable. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres évolutions à retenir, Jean-Claude, sur le point que Mathieu a abordé sur les conduites d'immeubles? Alors oui, alors c'est indirectement ça va toucher les conduites d'immeubles, mais ce n'est pas spécifiquement lié aux conduites d'immeubles. Alors ce qu'il faut savoir là, c'est que dans l'édition 1 du guide, il y avait une définition. Il était écrit en fait qu'une partie commune fermée par un sas, donc on visait plutôt les halls, mais pas spécialement les halls, mais on visait plutôt les halls, est considérée comme aérée si les deux portes du sas peuvent être maintenues ouvertes simultanément. C'était écrit. Alors le problème, c'est que c'était écrit au niveau d'un chapitre qui traite des conduites d'immeubles. Et ça, c'était on estimait que c'était peu judicieux, parce que ce n'est pas spécifique aux conduites d'immeubles. Donc le guide a été modifié dans ce sens pour déplacer cette disposition au niveau des généralités, au niveau des définitions.
Et donc, on en a profité en fait pour ajouter à la fin de la phrase par conception. Donc aujourd'hui, il est écrit, dans la nouvelle version du guide, il est écrit « Partie commune fermée par un sas est considérée comme aérée si les deux portes du sas peuvent être maintenues ouvertes simultanément par conception ». Alors pourquoi on a rajouté par conception ? Je vais vous donner un exemple. En fait, il faut imaginer donc, un hall d'immeuble fermé par un sas, mettons, automatique. Donc si l'automatisme, si le dispositif automatique du sas ne permet pas, à un moment donné, de pouvoir maintenir ouvertes les deux portes simultanément, à ce moment-là, on ne pourra pas considérer que le hall d'immeuble, fermé par ce sas, peut être aéré, considéré comme aéré. Vous voyez, c'est tout simple. Donc ça fonctionne comme ça. Donc, super. Voilà. Impeccable. Écoutez, merci Jean-Claude pour ces précisions. Est-ce que, Mathieu, du coup, ça se traduit comment dans les faits? Là, on a peut-être l'explication avec le schéma. Donc, Oui, c'est ça. Ouais. La première conséquence de cette disposition, mais qui existait déjà dans la première version du guide, concerne le passage de la conduite d'immeuble dans les parties communes. Donc on voit bien sur le schéma de gauche, dès lors que les deux portes peuvent être ouvertes simultanément, que la partie commune située derrière le sas va être considérée comme aérée. Et de fait, si on a potentiellement le passage d'une CI dans ce volume, la canalisation peut être apparente. A l'inverse, si on a un dispositif qui fait qu'on ne peut pas ouvrir simultanément les deux portes, le volume derrière perd sa qualification entre guillemets d'aéré. Ouais. Et si on fait cheminer une canalisation, dans ces cas-là, sur le linéaire présent dans ce volume, dans ces parties communes non aérées, on devra placer la conduite d'immeuble sous gaine, coupe 2 heures. Donc c'est le schéma sur la droite sur le slide. Exactement. Voilà. Donc là, vous n'avez pas menti, les schémas sont pédagogiques et permettent de traduire et vulgariser, décrypter la réglementation qui est souvent, parfois peut-être sujette à interprétation. Et là, au moins, il y a du décryptage. Et du coup, est-ce que les guides du CNPG, ils ont une valeur réglementaire? Comment ça se positionne ça, comment on traduit ces choses-là? C'est un mode de preuve. C'est un mode de preuve. On n'a pas l'obligation de suivre ce qui est indiqué dans les guides, mais par contre, si on suit les solutions ou les dispositions qui sont énoncées dans le guide, on a la certitude de répondre aux exigences de l'arrêté. On est conforme. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences engendrées par cette disposition que vous souhaitez porter à connaissance de l'auditoire avec vous, Jean-Claude, là sur la slide suivante? Oui, donc il y a une autre conséquence qui touche là les gaines pour conduite d'immeuble. Pour conduite montante, pardon. Les gaines pour conduite montante. Et notamment la ventilation basse des gaines pour conduite montante. Donc, dans l'arrêté, quelque part ailleurs, il est écrit, en fait, mais c'était déjà écrit dans l'addition 1, en fait, que la ventilation basse d'une gaine pour conduite montante peut être prise dans un volume, elle peut être prise à l'extérieur, bien sûr, mais elle peut être aussi prise dans un volume ventilé ou aéré. Et donc, ça a son importance de ce fait, parce que les halls d'immeubles, donc si on revient à notre hall d'immeuble fermé par un sas, à partir du moment où il va être fermé par un sas dont les portes vont respecter les exigences dont on vient de parler, donc ils peuvent être ouvertes simultanément par conception, donc ce hall d'immeuble va être considéré comme aéré. Et de ce fait, il va pouvoir recevoir la ventilation basse d'une gaine pour conduite montante. Alors, petite confidence, on m'a livré un logement et effectivement le promoteur a dû rajouter cette grille-là par rapport aux dispositions que vous décrivez. Il n'avait pas la connaissance, du coup il y a eu un petit débat. Et effectivement, par rapport à l'explication très claire que vous venez de faire, je comprends très bien le problème qui a été évoqué. Parce qu'effectivement, il y avait un sas qui permettait la ventilation grâce à cette l'aération, parce que grâce à cette ventilation. Super. On voit que sur le dessin de droite, si ce n'est pas le cas, si c'est pas le cas, le sas ne sera pas considéré comme aéré. Et donc on sera obligé d'avoir recours aux méthodes classiques, c'est-à-dire utiliser une gaine pour aller chercher un volume aéré. Là, en l'occurrence, sur le dessin, on va chercher le volume aéré, on va chercher le sas, qui lui-même est aéré. Du coup, il y a Philippe M qui nous pose une question. Est-ce que des grilles de ventilation sur les parois des sas est-il envisageable pour considérer comme partie commune ventilée? Alors, je vous laisse... Des grilles de ventilation sur les parois des sas. Je pense que c'est un peu comme les grilles sur les fenêtres pour faire les entrées d'air, peut-être. Alors, si on parle vraiment du sas lui-même, parce que donc là, on voyait, il y avait le sas et la partie commune derrière. Là, si le sas lui-même, c'est une partie commune. Et donc, le sas, effectivement, si le sas bénéficie de grilles de ventilation haute et basse qui donnent sur l'extérieur, le sas, lui, sera ventilé.
Mais ça ne change rien sur la partie commune qui est derrière, en fait. Il faut reproduire par la suite, en fait, la pose de grille sur la paroi séparant le sas des parties communes qui sont derrière. Et pour compléter, en fait, alors effectivement, j'essaye de deviner le sens de la question, si le sas est ventilé en permanence, le fait de pouvoir accéder au sas, ne serait-ce que par une seule des portes, là, donc on va pouvoir considérer la partie commune comme aérée. Très bien. Parce que le sas est ventilé. Donc on s'éloigne de la notion des deux portes ouvertes simultanément. Et du coup, est-ce que ça va faciliter la vie des distributeurs, cette nouvelle disposition? Eh bien, pas vraiment. Enfin, oui et non, on va dire. Ça pourrait leur faciliter la tâche, mais en fait, pas dans tous les cas. Malheureusement, enfin, j'allais dire malheureusement, non, pas malheureusement. Il existe une réglementation incendie pour les bâtiments d'habitation qui existe depuis pas mal de temps. Le 31 janvier, c'est l'arrêté du 31 janvier 86. Et cette réglementation, elle régit aussi les gaines pour conduite montante. Et le fait est que dans cette réglementation-là, les gaines pour conduite montante, donc la ventilation de basse d'une gaine pour conduite montante, elle peut être aussi prise sur l'extérieur, mais elle peut être prise sur un volume, une partie commune, ventilé, mais pas aéré. Elle exclut l'aération. Et ça, c'est pour les immeubles de 3e et 4e famille. Ce qui veut dire que notre disposition dont on vient de parler, en fait, son domaine d'usage, il est réduit aux seuls immeubles collectifs de 2e famille. Donc il faut bien regarder qu'en fonction de la typologie du bâtiment, quelle réglementation au global s'applique et de quoi on a le droit ou pas d'un point de vue gaz et puis en comparaison avec les autres réglementations. Merci Jean-Claude. Pour finir sur les conduites d'immeubles, on va aborder avec vous Mathieu une configuration ô combien récurrente qui concerne le parcours d'une CI dans le volume d'un parc de stationnement couvert, annexe du bâtiment d'habitation. Quid des nouvelles règles de sécurité à respecter dans cette situation? Mathieu, c'est à vous. Alors là, on est sur une évolution qui impacte directement le guide. À savoir que l'arrêté, lorsqu'on a le cheminement d'une conduite d'immeuble dans le volume d'un parc de stationnement, propose deux solutions. Soit on place cette conduite d'immeuble sous gaine coupe-feu, donc une gaine ventilée coupe-feu 2 heures, soit on est hors gaine. Et dans ces cas-là, l'arrêté nous précise que la conduite doit être en acier et doit respecter en plus X dispositions qui sont détaillées dans le guide. Lorsqu'on regardait l'édition 1 du guide, on se rendait compte tout simplement qu'il manquait des éléments, à savoir en premier lieu le fait qu'on ne mentionnait pas l'obligation d'avoir des tubes d'acier soudés, alors que c'est clairement indiqué dans l'arrêté. Donc c'est un point qui a été pris en compte et intégré dans les dispositions. Et on a également une nouvelle disposition qui apparaît, mais qui existait déjà aussi dans la réglementation antérieure, qui est le fait que l'opérateur qui est en charge l'assemblage des tubes d'acier doit disposer d'une attestation d'aptitude professionnelle, donc correspondant au mode d'assemblage qu'il réalise tout simplement. Donc c'est des points qui ont été réintroduits. Il y avait un petit manquement et ces 2 points ont été réintroduits dans le guide tout simplement. On voit bien du coup toute la pertinence d'avoir des guides pour faire évoluer justement les points que l'expérience pourrait nous faire découvrir. Donc on est vraiment en mode agile au service de la sécurité des installations gaz. Finalement, c'est un peu ça, comme ça qu'il faudrait le tourner. Ok, super. On est à mi-parcours, à la fois du timing et puis des points qu'on veut mettre en avant. On arrive au point 8. Est-ce que les sites de production d'énergie, dits SPE, ont été impactés par ces évolutions, du coup, Jean-Claude? Oui, aussi, dans une certaine mesure. Là, il s'agit d'une disposition rectificative. Ce n'est pas une disposition qui découle de l'arrêté modificatif. Dans l'édition 1 du guide, on avait des incohérences en fait, qui sont apparues avec les règles antérieures. Et notamment donc, sur l'alimentation en gaz des LPE, alors des locaux de production d'énergie de moins de 70. Donc, pour faire le parallèle, anciennement les mini-chaufferies. Donc on a fait apparaître des incohérences avec les règles antérieures, et notamment avec celle du cahier des charges qui régissait les installations telles que les mini-chaufferies. Donc le cahier des charges, c'est 321. Et au final, on se retrouvait avec des dispositions qui étaient plus contraignantes pour les locaux de production d'énergie de moins de 70 kW que pour les locaux de production de plus de 70 kW, ce qui n'est pas très logique en fait. Et pour donner un exemple, en fait, on exigeait
qu'il y ait une protection mécanique sur les canalisations, alors qu'on demandait en parallèle que ces canalisations soient réalisées en tube d'acier assemblés par soudage. Donc ça veut dire qu'on avait la ceinture et les bretelles. Donc c'était pas tout ça très, très logique. Donc pour rectifier tout ça, pour rectifier ces incohérences, le guide a été modifié pour proposer en fait des solutions un petit peu plus cohérentes avec les anciennes règles, les adapter un petit peu mieux au type de parcours de ces canalisations et pour les rendre aussi plus compréhensibles et plus facilement applicables. Et concrètement, du coup, comment ça se traduit dans les faits? Alors, ce qu'il faut retenir, en fait, finalement, c'est qu'il y a deux cas. Il y a deux cas. Le premier cas, donc celui de gauche, là, que vous avez à l'écran, c'est lorsque la canalisation d'alimentation traverse au moins 2 planchers. Donc là, on est plutôt donc, sur les parcours verticaux, parce qu'on traverse 2 planchers. Et là, donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est plutôt, on va alimenter des LPE de moins de 70 kW qui sont installés en étage, plutôt donc, au dernier niveau, comble ou terrasse. Voilà, on est dans cette configuration-là. Donc quand on est dans cette configuration-là, à ce moment-là, on demande à ce que la canalisation, elle soit réalisée en acier soudé et qu'elle passe en coffrage. Pas en gaine, en coffrage. Et que ce coffrage soit accessible, on va dire, à partir des parties communes, ventilées. Du coup, coffrage, la différence, ce serait... Un coffrage, c'est un moyen de protection avant tout, alors qu'une gaine, elle est là, normalement, pour canaliser des éventuelles fuites, et donc on leur demande qu'elles soient ventilées, etc. Sur l'extérieur. Donc là, c'est un coffrage qui est demandé, donc c'est plus une protection. Et ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, finalement, en fait, c'est tous les autres cas, qui est représenté par le schéma de droite, là. C'est-à-dire lorsque la canalisation traverse moins de 2 planchers, ou dans son parcours horizontal ou vertical. Et donc, dans ce cas-là, on tolère, en fait, que le parcours soit en apparent. On n'a pas besoin de mettre un coffrage systématiquement. Lorsqu'on est en acier soudé, on peut le faire en apparent sans problème. Et quand on passe en cuivre ou en PLT, on demande juste à ce qu'il y ait une protection mécanique qui assure l'aération. L'aération sur le volume qui est traversé par la canalisation. Donc vous voyez, on a 2 cas. On a essayé de simplifier les dispositions. Comme on l'a dit en introduction, la réglementation gaz, c'est pas compliqué. Et là, vous êtes là pour vulgariser et simplifier. Avant de passer au point 9, mes collègues, donc François, Christophe et Igor, me font dire qu'il y a beaucoup de questions sur les SAS. N'ayez crainte, on répondra à toutes ces questions dans le cadre de la FAQ qu'on s'est engagé à vous envoyer, comme je l'ai dit en introduction. On va passer au point numéro 9. J'ai entendu dire que les détendeurs étaient aussi impactés par ces... Ouais. C'est pas celle-là. Ah oui, non, excusez-moi, excusez-moi, j'ai une autre question avant sur les raccords mécaniques. Oui. Du coup, j'étais perturbé par la petite information. Est-ce que ça... je vous laisse... je me suis perdu dans mes fiches, Jean-Claude, je vous laisse nous parler un petit peu des... Mathieu. C'est moi. Allez-y. C'est moi qui ai la main sur le sujet. Alors, on avait une ambiguïté entre... Ah, ça y est, je me suis retrouvé. C'est vrai ? Je vais reposer la question, comme ça c'est plus simple. Allons-y alors. Comme ça je vais vous lancer. Un point qui a fait couler beaucoup d'encre, Mathieu, à savoir la possibilité ou non d'avoir des raccords mécaniques sur une alimentation de local de production d'énergie située en sous-sol, comme le mentionne le titre. Une question me taraude. Où en est-on au final maintenant ? Alors c'était une vraie question, à savoir que d'un côté, on avait l'arrêté, on a toujours l'arrêté qui précise qu'on peut avoir des raccords mécaniques dans les parties communes non ventilées, donc de manière générique, et le guide IG qui, spécifiquement sur le chapitre concernant l'alimentation des LPE supérieurs à 70 et cheminant dans un sous-sol non ventilé, indique clairement qu'il est interdit d'avoir des raccords mécaniques. Donc là, on voit bien qu'il y avait une collision entre les deux textes et donc il fallait apporter de la cohérence à tout ça. Donc c'est une chose qui a été faite en modifiant le guide et en permettant ou en tolérant du moins la présence de raccords mécaniques alors spécifiques aux organes de coupure en sous-sol non ventilé pour l'OCS en fait d'un LPE supérieur à 70 kW. Et du coup, là, vous parlez d'organes de coupure. Est-ce qu'on peut mettre des organes de coupure en parking souterrain au final ? Alors, non, même si le parc de stationnement est considéré comme
des parties communes. On est vraiment sur un volume spécifique avec des règles de sécurité à part entière et clairement, là, cette règle ne s'applique pas. On a une interdiction de raccord mécanique dans le parc de stationnement. Et pour les compteurs, est-ce qu'on a le droit? Alors, pour le parc de stationnement, que ce soit un organe de coupure ou un compteur, on a interdiction d'avoir des raccords mécaniques. Pour les parties communes non ventilées, en dehors du parc de stationnement, on peut avoir que des organes de coupure. Donc on ne peut pas avoir de compteur. Très bien. Écoutez, c'est très clair comme ça, au moins tout le monde a compris. J'avais un peu anticipé, on va parler des détendeurs. J'ai entendu dire, et ça je l'ai déjà dit il y a 2 minutes, que les détendeurs étaient aussi impactés par ces évolutions. On voit ça avec vous, Jean-Claude, les points que vous souhaitiez mettre en évidence. Oui, détendeurs individuels, en fait, en habitation collective. En fait, c'est une disposition là, qui découle de l'arrêté modificatif. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les détendeurs, donc on vise bien les détendeurs individuels, donc normalement, ils sont placés à l'extérieur du bâtiment. Quand on en a besoin, ils sont placés à l'extérieur. Mais donc, on peut les placer à l'intérieur, ces détendeurs individuels, dans un immeuble collectif. Et aujourd'hui, avec des dispositions qui viennent d'être introduites. Et ces dispositions sont les suivantes. On peut le placer à l'intérieur si il est placé dans une gaine ventilée vers l'extérieur, ou alors s'il est muni d'un évent canalisé vers l'extérieur. C'est les 2 seules possibilités qu'on a pour les installations neuves qui vont venir, hein, d'installer un détendeur individuel à l'intérieur d'un immeuble. Donc le guide a été modifié. Alors cette disposition, elle se suffit elle-même dans l'arrêté. En fait, le guide ne vient pas rajouter de choses là-dessus. Par contre, le guide a été modifié pour ajouter des dispositions sur quelles sont les dispositions, les objectifs de sécurité à atteindre pour les évents. Donc, voire même les dispositions de mise en œuvre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'intérieur d'un immeuble collectif, aujourd'hui, en fait, on peut installer un détendeur individuel, mais ceux qui ne sont pas installés dans une gaine ventilée. Alors quand on parle de gaine ventilée, on pense tout de suite aux gaines pour conduite montante. Voilà. Donc ceux qui ne sont pas placés dans une gaine ventilée doivent être munis d'un évent canalisé vers l'extérieur. Alors de ce fait, en fait, ça concerne quel type de détendeur? On va voir que ça concerne évidemment les SPE, alors plus précisément les LPE, donc les locaux de production d'énergie de moins de 70, plus de 70, voire éventuellement, on pourrait imaginer les emplacements de production d'énergie. Donc ceux-là sont concernés. Donc les détendeurs individuels qui sont placés sur ces locaux-là sont concernés. Voire les locaux techniques gaz. Alors il faut être peut-être un petit peu prudent, mais a priori, les locaux techniques gaz ne sont pas des gaines ventilées. Et donc on devrait aussi, normalement, logiquement, devoir installer des évents sur les détendeurs qui sont installés dans ces locaux techniques gaz. Et pour finir, donc, les dispositions à respecter qui sont vraiment tournées vers la sécurité au niveau de ces évents-là, c'est que, comme vous le voyez en même temps sur le dessin, le débouché des évents doit se faire à l'extérieur, dans un endroit, on va dire, sécurisé. Il ne doit pas être obstruable. Et il y a une distance minimale à respecter de 20 cm par rapport aux portes, aux ouvrants et aux ventilations. Le dernier point, c'est plus un point sur lequel il faut attirer l'attention, c'est que ces détendeurs-là, les détendeurs individuels qui sont visés, ce sont les détendeurs qui sont placés sur la canalisation intérieure de gaz, donc sur le réseau intérieur de gaz. Donc c'est ceux-là qui sont visés. Donc ce qui veut dire que les détendeurs des appareils à gaz ne sont pas visés. Encore faut-il que ces détendeurs qui sont situés sur les appareils à gaz soient bien dans le périmètre du marquage CE de l'appareil à gaz. Alors là, je n'irai pas plus loin parce qu'on est sur un sujet après qui peut être polémique, mais il faut bien garder ça à l'esprit, c'est que ce sont les détendeurs qui sont sur la ligne intérieure de gaz qui sont visés, sur le réseau de distribution intérieur, et pas ceux des appareils à gaz. Mais la frontière entre les deux, parfois, elle peut être sujette à interprétation, donc il faut faire attention à ça. De toute façon, s'il y a
besoin d'un éclairage, les équipes de CGIBAT sont là, notamment la hotline réglementaire qui peut répondre à toutes ces questions si vous êtes confronté à cette situation. Juste le dernier point, je n'ai pas parlé de la date d'application parce qu'en fait, comme on est sur une... Donc c'est bien le 1er juillet 2022, donc demain. Oui, effectivement. Ça, c'était une date qui était mentionnée dans l'arrêté. Très bien, merci. Et dans le début de votre prise de parole, vous parliez aussi des installations gaz à venir. J'en profite pour dire que le gaz est une énergie compatible avec la RE 2020, notamment au logement collectif. Donc n'hésitez vraiment pas à installer du gaz pour clore le débat. Je vois qu'il y a une question. Qu'en est-il pour l'étanchéité d'un évent débouchant au niveau d'une toiture terrasse? C'est Dominique. Alors je ne vais pas prononcer son nom, j'ai peur de l'écorcher. Van Ham, peut-être. Donc, qui c'est qui veut prendre cette question Jean-Claude ou Mathieu? Je veux bien prendre la question, mais je voudrais d'abord la comprendre. Ok. L'étanchéité d'un évent débouchant au niveau d'une toiture terrasse. La traversée de la toiture terrasse, peut-être. Alors, on vous a pas entendu, Mathieu, vous La traversée de la toiture terrasse Oui. Oui, mais en fait, je vois pas en fait où est la problématique en fait. Si c'est une étanchéité de toiture terrasse, on n'est pas trop dans le sujet. Et si c'est... Alors peut-être qu'on va avoir un complément là. De la sortie, voilà, on a un petit complément en direct. L'étanchéité de la sortie. C'est la joie du direct. Donc du coup, on découvre aussi avec vous. C'est aussi le plaisir de l'exercice. Donc qu'en est-il pour l'étanchéité de la sortie d'un évent débouchant au niveau d'une toiture terrasse? À votre grimace, vous n'y... Alors, Dominique, ce que je vous invite à faire, c'est de préciser votre question ou sinon d'appeler la hotline CGIBAT. On vous précisera le numéro de téléphone. Vous pouvez le trouver d'ailleurs en allant sur le site internet de CGIBAT. Pour continuer sur le sujet des détendeurs avec vous, Mathieu, j'ai cru comprendre qu'il y avait une obligation de les remplacer dans le temps. Est-ce que c'est exact et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet-là? Oui, tout à fait. Alors, on est encore une fois sur une disposition donc, découlant de l'arrêté modificatif on est à isopérimètre par rapport à ce qui a été dit par Jean-Claude sur l'évolution précédente, à savoir que ça concerne les détendeurs individuels qui sont situés à l'intérieur du bâtiment, hors gaine aérée ou ventilée. Et ventilée, pardon. Et donc, potentiellement, ça peut concerner les détendeurs présents à l'intérieur d'un SPE. Le cas échéant, on aura bien une durée d'exploitation maximale donc pour tous les détendeurs en fonctionnement qui est 10 ans. Et la date d'application est le 1er janvier 2029. Donc au 1er janvier 2029, tout accessoire, donc tout détendeur répondant à ce qu'on a pu dire précédemment, devra avoir moins de 10 ans d'âge. Donc voilà. Et dans le cas contraire, si le détendeur du SPE est placé ailleurs que dans le SPE, qui en a la responsabilité? Ouais. Alors, il est vrai que l'arrêté et le guide également viennent préciser à qui incombe la responsabilité du remplacement. Donc pour un détendeur situé dans le SPE, il est précisé que c'est la responsabilité du propriétaire que de faire le remplacement pour faire en sorte que l'accessoire ait moins de 10 ans d'âge. Après, qu'il soit à l'extérieur ou même à l'intérieur, dans tous les cas, ça ne changera pas grand-chose. C'est bien le propriétaire qui en a la responsabilité. Donc si on prend un cas dans lequel on aurait un détendeur qui, pour X raison, serait sous concession du distributeur, donc présente sur la ligne d'alimentation du SPE, c'est bien le distributeur qui prend en charge le remplacement de ce détendeur. D'accord, merci pour ces précisions, du coup c'est très clair. Revenons maintenant sur une des nouveautés réglementaires de 2018, à savoir les canalisations de liaison. Vous avez utilisé ce terme tout à l'heure. Il semblerait qu'une évolution du guide impacte indirectement ce sujet. Jean-Claude, pouvez-vous nous éclairer sur ces nouvelles dispositions justement? Oui, alors là il s'agit en fait d'une disposition rectificative, enfin, complémentaire ajoutée au guide. Dans l'édition 1, donc effectivement, dans l'arrêté initial et dans l'édition 1, donc on a introduit ce nouvel objet en fait que sont les canalisations de liaison. Et dans l'édition 1, donc on avait un chapitre qui traitait des gaines pour canalisation de liaison, donc, et on disait qu'elles étaient ventilées dans les mêmes conditions qu'une gaine pour tige après compteur. Or, il s'avère que ce n'est pas très cohérent aussi, car les canalisations de liaison, en fait, dès lors qu'elles sont à l'intérieur du bâtiment, elles peuvent cheminer aussi horizontalement. Et verticalement, mais aussi horizontalement. Alors que ce n'est pas le cas des gaines pour tige après compteur, en fait, qui sont, elles, d'allure verticale. Donc, pour rectifier cette incohérence-là, on a introduit des dispositions qui sont propres aux gaines
pour canalisation de liaison dans leur partie horizontale, tout simplement. Donc, du coup, si vous voulez qu'on regarde un petit peu Oui. en images. Alors, voilà, on vous a proposé 2 exemples en fait là parce qu'on pourrait en présenter beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc sur l'image de gauche, on dit que la ventilation de la partie horizontale, elle doit respecter les dispositions particulières du chapitre. Alors c'est quoi? C'est du chapitre IG 10.2, 5.2 du guide général. C'est quoi ces dispositions? Alors, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une gaine de canalisation horizontale, elle doit avoir au moins un débouché soit sur l'extérieur, soit sur un placard technique gaz équipé ou pas, soit sur un local technique gaz, soit sur un LPE. En tout cas, il faut qu'elle débouche soit sur l'extérieur, soit sur un volume ventilé. Et ça, c'est la règle. Voilà. Donc c'est ce qui a été établi pour la partie horizontale. Et pour la partie verticale d'une gaine, il n'y a pas de changement. En fait, on peut toujours les ventiler dans les mêmes conditions que les gaines pour tige après compteur. Voilà. Très bien, merci Jean-Claude. Petit hommage au Tour de France qui nous rentrons dans les dernières 10 minutes. Et nous allons aborder le 13e point. Vous venez d'évoquer l'incorporation des canalisations de liaison. Mais Mathieu, est-ce qu'il y a d'autres difficultés liées à ce mode de passage et qu'il a fallu traiter dans ce nouveau guide? Alors, il y en a un, oui, en l'occurrence, qui a été traité et qui est présent via cette slide, hein, qui est en fait l'incorporation d'une canalisation dans une cloison. Donc on est sur une disposition qui ne touche pas, qui ne découle pas de l'arrêté modificatif, mais qui impacte directement le guide. Dans le guide, on avait des dispositions concernant l'incorporation des canalisations dans l'épaisseur d'une paroi qui pouvaient laisser entendre ou supposer qu'il était possible de cheminer dans l'épaisseur d'une paroi sans déboucher dans le local constitué par cette paroi. Et donc poursuivre pour atteindre par exemple un niveau supérieur, avec un risque certain qui est que ça rend indétectable la présence d'une canalisation dans le local, et donc avec un risque d'endommagement éventuellement en cas de travaux. À côté de ça, on a également le NFDTU qui précise qu'il y a lieu de pouvoir avoir un repérage de la canalisation en se servant du point d'émergence. Et donc, il nous semblait, nous, opportun de s'appuyer sur cette lecture et de faire en sorte d'être cohérent avec ce qui est dit dans le DTU, raison pour laquelle différentes dispositions ont été intégrées, donc des dispositions complémentaires pour avoir la certitude qu'on puisse, à tout moment, identifier le parcours et de la canalisation qui serait présente dans l'épaisseur d'une cloison. Donc, à retenir les 4 points les 4 dispositions à respecter, en l'occurrence, donc, la canalisation doit être exclusivement verticale, mais c'était déjà le cas, ça n'a pas évolué. Ce qu'il y a de nouveau, c'est le fait que la canalisation doit émerger dans le local qu'elle dessert, et elle doit être placée à l'aplomb de son point d'émergence. Donc en respectant ces 4 points, on a la certitude de pouvoir identifier le parcours de la canalisation dans l'épaisseur de la cloison. Très bien, super. Écoutez, merci pour ces précisions. Puis au moins là, c'est clair, net et précis. On ne peut pas se tromper. On a fini avec le guide installation gaz, hein, qui était, comme on l'avait dit, le guide le plus abordé dans le cadre de ce webinaire. On va maintenant passer au guide. Et vous voyez, en haut à droite, on a changé le petit picto, puisqu'on va parler de sites de production d'énergie avec vous, Jean-Claude. Nous venons de passer un bon nombre de revues, bon nombre d'évolutions du guide IG. Mais comment le guide SPE a-t-il été impacté ? De la même manière, en fait, il a été proposé de faire un certain nombre de modifications sur ce guide-là, mais c'était essentiellement des ajustements. D'accord. Néanmoins, on pense que c'est une bonne chose, en fait, de présenter ce qui est probablement la plus grosse nouveauté de ce guide-là. Elle touche les locaux de production d'énergie de plus de 70 kW qui sont installés en habitation individuelle. Alors, ça a toujours existé, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent. C'était déjà le cas dans la réglementation précédente, mais en fait, on ne savait pas comment les installer. Il n'y avait rien qui était écrit. L'arrêté du 23 février 2018, lui, explique qu'à partir du moment où on a des appareils dont la puissance utile totale dépasse 70 kW, des appareils à gaz, dans une habitation individuelle, on doit les placer dans un local de production d'énergie de plus de 70 kW.
Et donc, si on fait ça, du coup, le local lui-même, il doit respecter les règles spécifiques aux locaux de plus de 70 kW, même si on est dans une habitation individuelle. Le problème, c'est que ces règles elles ont été pensées et conçues essentiellement pour les bâtiments d'habitation collective. Chaufferie, c'est habitation collective. Donc, et ce qu'elle disait notamment au point de vue de l'accès à ces chaufferies, donc maintenant à ces locaux de plus de 70 kW, c'est qu'ils pouvaient se faire uniquement depuis les parties communes, toiture terrasse ou extérieur. Donc on voit bien que c'était pensé pour les bâtiments collectifs. Hein. Donc ce qui laissait comme possibilité pour les habitations individuelles de faire un accès par l'extérieur. Donc c'est pas très souple, c'est pas très pratique. Dans certains cas, c'était vraiment problématique pour les gens qui voulaient faire installer un LPE comme ça dans une habitation individuelle. Donc le guide a été modifié pour tenir compte des configurations spécifiques aux habitations individuelles. Et justement, si on regarde ça en images. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que, aujourd'hui, quand on installe un LPE de plus de 70 dans une maison individuelle, on a, du point de vue de l'accès, on a deux possibilités. C'est soit toujours l'accès direct, ça n'a pas changé, par l'extérieur, soit, donc ce que vous pouvez voir sur le schéma de droite, là, donc l'accès direct par l'extérieur, soit on a la possibilité d'accéder au LPE par l'intermédiaire d'une dépendance ou d'un dégagement, donc on ne parle plus de partie commune, là, dépendance ou dégagement à l'intérieur du bâtiment d'habitation individuelle. Seule condition, c'est que ce dégagement ou cette dépendance, elle doit elle-même donner directement sur l'extérieur. Donc on voit sur le petit schéma donc la porte d'accès à la dépendance, et on voit aussi que de cette dépendance ou ce dégagement, en fait, il y a un accès direct, il y a une petite porte grise là, sur l'extérieur. Voilà, et donc ce qu'il faut garder à l'esprit au final, c'est que donc on a ces deux possibilités, cette possibilité nouvelle maintenant, et en tout état de cause, on ne peut pas avoir d'accès direct depuis le LPE vers d'autres pièces intérieures du bâtiment d'habitation. C'est exclu, on ne peut pas aller directement sur un séjour, sur une chambre, etc. C'est ce que vous avez schématisé par le sens interdit dans le schéma. Voilà, tout à fait. Très bien. Écoutez, merci Jean-Claude pour cette évolution notable sur le guide SPE. Maintenant, on va passer avec vous, Mathieu, sur le guide EVA-PDC. Vous avez voulu porter à connaissance une des évolutions majeures. Justement, quelles sont les dispositions que vous souhaitez mettre en évidence et porter à connaissance de l'auditoire sur le guide EVA-PDC? Alors, c'est un parti pris, à savoir que le guide EVA-PDC présente pas mal d'évolutions, et je pense qu'il pourrait y avoir un webinaire à part entière sur le sujet. J'ai préféré me focusser sur en fait, la disposition découlant de l'arrêté modificatif. Et en l'occurrence sur le remplacement des appareils raccordés à un conduit collectif fonctionnant en pression. À savoir que dans l'ancien arrêté, on avait dans l'article 20 une obligation, dès lors qu'on installait un conduit collectif fonctionnant en pression, de réaliser une vérification du montage correct et du bon fonctionnement de manière générale. Et ça passait via le guide par un protocole en annexe 5 du guide EVA-PDC, qui permettait donc, via 3 phases, de s'assurer du bon montage et du bon fonctionnement de l'installation. Mais on n'avait aucune exigence traitant les installations existantes. Or, le 3 CEP, donc le conduit collectif pour chaudière étanche, et une solution qui est sortie en 2008, donc si on considère que la durée moyenne d'une chaudière murale est de 15 ans, on est peu ou prou dans la période où il va y avoir un remplacement d'appareil. Et donc il semblait opportun de mettre en place des règles qui permettent de s'assurer lors de ce remplacement, de cette opération, que c'est fait de manière sécuritaire, tout simplement. Raison pour laquelle a été introduit un nouveau protocole, un protocole qui, en 5 points, permet, lorsqu'on fait le remplacement d'un équipement raccordé à un conduit collectif existant, de s'assurer du bon raccordement entre le conduit de raccordement qui appartient à la chaudière, le conduit de liaison qui appartient au conduit 3 CEP, et de s'assurer derrière que le fonctionnement est correct. Donc c'est un point important. Autre point important qui s'applique en amont du remplacement, c'est de vérifier préalablement la compatibilité, encore une fois, entre le conduit de raccordement et le conduit de liaison.
On verra par la suite, ça se fait par le biais des documentations des fabricants, que ce soit celle du conduit ou de la chaudière, mais c'est un point essentiel de vérification. Et alors ce point de vérification s'applique tant pour l'existant, dans le cas d'un remplacement, que dans le neuf. Donc là, vous avez fait un gros teasing pour un futur webinaire autour de l'EVA-PDC, puisque effectivement, vous avez soulevé plein de points et qui demandent peut-être des précisions et de creuser. Je vois que nous rentrons maintenant dans la dernière minute de ce webinaire et nous avons terminé. Si la régie peut nous envoyer peut-être une question qu'on peut prendre en direct. En tout cas, je tiens à remercier Mathieu Elbert et Jean-Claude Mola pour la clarté de leurs propos. Petite confidence quand même, à un moment donné, Jean-Claude, vous vous êtes baissé un petit peu et vous avez dit « à un moment donné ». Et je vous jure que j'ai cru que j'étais en face de Zizou. Voilà, j'ai cru que j'étais en face de Zizou. Ça m'a perturbé un petit peu. Je pense qu'il y a des gens qui se l'ont peut-être dit à distance. En tout cas, voilà. Je meuble le temps qu'on m'envoie peut-être une question en régie. Je vois qu'il n'y a rien. En tout cas, si vous avez des questions en suspens, n'hésitez pas à les poser. Il y a une FAQ qui vous sera envoyée a posteriori. Alors, en fonction du nombre de questions à traiter, voilà, il faudra un peu plus de temps pour produire les réponses et vous envoyer les éléments d'information. Je remercie aussi toutes les équipes à la régie. Je remercie François, Christophe et Igor qui étaient à la modération de ce webinaire. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de CGBAT. Je vous invite à aller aussi sur la chaîne YouTube de CGBAT puisque le teaser que vous avez vu en attente de ce webinaire fait partie d'une web-série que CGBAT a lancée. Donc c'était un teaser. Allez voir les 3 premiers épisodes de cette série. En tout cas, il est tout pile 1 heure. On a tenu 1 heure. En tout cas, je vous remercie pour ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.